Donc, je lance. Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce webinaire qui sera dédié au droit à l'erreur. Donc, je suis Delphine Fouché, je travaille au MFQM Pays de la Loire. Alors, j'admets les personnes qui sont en liste d'attente. Donc, nous sommes un réseau d'entreprises basé à Nantes qui a pour but de promouvoir les bonnes pratiques et le partage d'expériences autour des entreprises. Et le but, c'est donc d'organiser des rencontres toute l'année. On a à peu près une quarantaine de rencontres qui sont organisées. Donc là, en cette période un peu particulière, on vous propose plutôt des webinaires, mais sur des thématiques variées et surtout ce qui touche à la performance globale des entreprises. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site internet parce qu'il y a d'autres webinaires qui sont prévus, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et ce matin, c'est Fabien Lambert donc, qui animera le webinaire pour nous. Donc, merci Fabien de nous accorder ton temps. Donc, je vais te laisser partager ton écran et puis te présenter. Et je te donne la main pour ce webinaire. Merci beaucoup Delphine. Est-ce que tout le monde a bien l'écran là? Je pense que ça doit être bon. Oui, ça a l'air de fonctionner. Ça fonctionne. C'est bon. Merci Delphine. Donc effectivement, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Fabien Lambert. Donc, je suis à la fois formateur en management, un peu conférencier à mes heures. Et puis, je travaille en collectivité sur la thématique de l'innovation managériale depuis à peu près 1 an et demi. Sachant que précédemment, j'étais manager pendant une bonne dizaine d'années. Dans un premier temps, dans un service d'une quinzaine, avec un effectif d'une quinzaine de personnes. Et puis, dans un second temps, pendant à peu près 9 ans, j'ai managé un service de 280 personnes. Je vous dis ça parce que du coup, dans mes propos, je m'inspire à la fois de tout ce qui peut tourner autour des sciences sociales, alors modestement parce que ce n'est pas mon métier, même si je m'y suis pas mal intéressé. Et puis aussi, je vais beaucoup puiser dans mes retours d'expérience en tant que manager. Voilà, je vous laisse déguster et apprécier ce petit dessin que vous avez sous les yeux. Et puis, on y va sans plus tarder. Donc, mieux appréhender l'erreur pour davantage de bien-être et de performance. Tout un programme. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est effectivement de lâcher vos stylos et de brancher vos cerveaux. Pourquoi je vous dis ça? C'est l'idée de vraiment vous concentrer et de profiter de ce webinaire en étant vraiment dans l'écoute. Parce que on sait que le cerveau ne peut pas faire 36 choses en même temps. Et notamment sur un webinaire, on va avoir tendance à vouloir écouter et en même temps à vouloir regarder l'intervenant, puis regarder ce qui se présente au diaporama, et puis éventuellement écrire parce qu'on a peur de louper des choses, et puis éventuellement se concentrer parce qu'on veut retenir absolument ce truc-là. Bon, alors rassurez-vous, concentrez-vous simplement et laissez-vous embarquer, puisque vous avez sous les yeux, alors c'est bien sûr illisible, hein, mais c'est pour vous illustrer mon propos, une carte mentale. Et ce soir, je ferai sous la forme d'une carte mentale comme celle-là, une synthèse de ce qu'on s'est dit et ça vous sera envoyé par mail demain, sachant par ailleurs que le webinaire sera à nouveau accessible sur la chaîne YouTube du MFQM, comme Delphine le disait, donc vous pourrez également aller reprendre les choses si jamais vous en avez loupé. Et puis, je suis également joignable sur le réseau LinkedIn si jamais vous avez des questions que vous n'aurez pas eu le temps de poser. Donc voilà, je vous invite à vraiment vous concentrer et c'est en fait un premier grand message finalement, parce que ce multitâche, on y est tous confrontés. On est sans arrêt en train de faire plusieurs choses à la fois. Or, on sait que le cerveau ne peut pas le faire. Et ça provoque quoi? Ça provoque à la fois de la fatigue, et du coup, puisqu'il y a de la fatigue, ça augmente le nombre d'erreurs. Donc, on est en plein dans notre sujet du jour là. C'est déjà une solution pour éviter les erreurs que d'éviter de faire du multitâche. Dans quelques secondes, je vais vous afficher à l'écran une phrase. Cette phrase est en anglais, ne vous inquiétez pas. Et je vais vous demander combien il y a de F dans la phrase qui va s'afficher. Donc, la lettre F, je vais vous demander de me dire combien de fois vous lisez la lettre F dans la phrase qui va s'afficher. Et ça va démarrer, ça va durer 15 secondes et ça va démarrer maintenant. Alors, je ne sais pas si le sondage a caché ou pas l'écran. Si jamais vous avez pu lire, je vous invite à répondre du coup au sondage qui a été mis en place par Delphine, s'il vous plaît. Donc, pour l'instant, je n'ai que 9 réponses. D'accord. Je ne sais pas si le sondage a caché ou pas l'écran. N'hésitez pas à vous manifester si c'est le cas. Je n'ai pas de vision sur le chat là, mais Delphine, n'hésite pas à me dire. Apparemment, oui, ça l'a caché pendant quelques secondes. D'accord.
Si on veut, s'il y a moyen de relancer le sondage, je peux remettre l'écran et puis on relance le sondage qu'après, c'est comme vous voulez. Alors moi, je ne peux pas arrêter et relancer D'accord, parce que ça effacera tout. c'est pas grave, ça suffira pour illustrer. On va prendre les résultats Ok. qu'on a là, il n'y a aucun problème. C'est histoire d'illustrer le propos. Donc, je ferme le sondage, c'est bon? Oui, on peut le fermer, ouais. Ok. Donc, 12 personnes ont répondu. D'accord. Du coup, est-ce qu'on a les résultats du sondage qui peuvent apparaître à l'écran? Bon, bah, c'est super. Je suis désolé pour les personnes qui n'auraient pas pu participer si jamais l'écran a été caché un peu trop rapidement, mais c'est de toute façon très intéressant puisque vous voyez qu'avec la même phrase, on a des personnes qui ont vu 7 fois la lettre F, on en a d'autres qui l'ont vu 8 fois, on en a qui l'ont vu 9 fois, on en a qui l'ont vu 10 fois et on en a qui l'ont vu 11 fois. Et c'est d'ailleurs le plus faible pourcentage, 8% des gens l'ont vu 11 fois. Donc on peut peut-être supprimer, s'il te plaît, Delphine, le sondage, mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Voilà, vous avez ici la réponse sous les yeux, 11 fois la lettre F. Donc, tout le monde a eu sous les yeux le même écran et pour autant, on a eu 4 ou 5 réponses différentes. J'y reviendrai dans quelques secondes. Je vais juste vous montrer un deuxième écran. On ne va pas faire le sondage en direct, mais je voudrais juste que vous me disiez, ou en tout cas que vous gardiez pour vous dans votre tête, si, d'après vous, la case qui contient la lettre B est plus claire, moins claire, ou pareil que la case qui contient la lettre A. Donc la case B est-elle plus claire, moins claire, ou pareil que la case qui contient la lettre A? Je ne vais pas vous demander forcément de répondre, on ne va pas passer trop de temps dessus. Je pense qu'il y en a certains qui vont le faire par le chat, mais peu importe. En fait, la grande majorité des gens voient la case B plus claire que la case A. En réalité, la case B est exactement de la même teinte que la case A. Alors, bien sûr, vous avez du mal à me croire. Et en plus, je ne vais pas vous faire la démonstration et je vais vous inviter simplement à aller voir sur Internet à l'issue de ce webinaire. Vous tapez le mot-clé Damier, Weshiki et Dadelson, D''A''D''E''L''S''O''N, et vous trouverez des animations qui vous montrent et qui vous prouvent que B est de la même teinte que A. Alors, je ne vais pas aller très loin sur les explications de pourquoi vous avez éventuellement fait une erreur sur les deux exercices qu'on vient de faire, mais c'est notamment lié en partie à ce qu'on appelle les biais cognitifs. Pour certains d'entre vous, vous connaissez probablement. Les biais cognitifs, ce sont des mécanismes de pensée qui font que notre jugement est altéré, qui font qu'on fait des erreurs de jugement, qu'on fait des erreurs dans la prise de décision. En fait, notre cerveau a tendance à faire des raccourcis, pour faire très simple. Il faut savoir que notre cerveau, il n'est pas fait forcément pour avoir toujours une réponse exacte aux choses. Il est fait pour avoir une réponse rapide et suffisamment satisfaisante pour être efficace. Ce qui, dans la grande majorité des cas, nous rend très performants, mais dans certains cas, par contre, nous fait commettre des erreurs. Mais j'y reviendrai à plusieurs reprises dans mon propos. En tout cas, vous venez de vivre 2 exercices où vous avez eu la preuve en direct, en faisant l'exercice vous-même, qu'on pouvait commettre des erreurs très facilement. Je ne sais pas qui a mis cette photo là dans mon dos, mais tout ça pour illustrer l'humilité. Soyons humbles devant l'erreur. On fait tous des erreurs et on en fait tous régulièrement. C'est le premier grand message que je voulais passer. Puis le deuxième grand message, c'est que toute vérité est une construction. Je dis parfois qu'il n'y a pas de réalité, mais j'aime pas trop dire ça parce que c'est un peu la porte ouverte au négationnisme quelque part aussi. Donc il y a bien une réalité, mais chacun a la sienne. Toute perception est une construction de la réalité. On a un philosophe qui s'appelle Parménide. Donc là, on était au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui disait « On ne peut pas se fier à l'expérience que nous transmettent nos sens ». Il y a tout un tas d'études ensuite qui ont démontré ça. Vous connaissez, pour beaucoup d'entre vous, probablement les 2 illustrations que vous avez sous les yeux. La première, c'est cette image, ce dessin où certains voient une vieille dame, d'autres voient une jeune dame, et puis avec un peu d'entraînement, on arrive à voir les deux. Et puis, la deuxième illustration, c'est une vidéo que vous pourrez retrouver également sur Internet. Pour ça, il suffit de taper danseuse, sens de rotation, par exemple. Vous tapez ces mots-clés-là et vous la retrouverez. Et quand vous projetez cette danseuse qui tourne devant une assemblée, dans l'assemblée, vous avez des gens qui la voient tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, des gens qui la voient tourner dans l'autre sens et des gens qui la voient changer de sens. Voilà, donc on a une même réalité sous les yeux, on a tous la même chose sous les yeux, un peu comme le nombre de F tout à l'heure, et pour autant, on en fait une interprétation différente. Ça veut dire qu'on a des visions du monde différentes. Donc, c'est un premier problème, ça face à l'erreur, notamment quand on est manager. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je considère qu'une chose est une erreur que mon collaborateur considère lui aussi que c'est une erreur. Donc, c'est un premier grand enseignement.
Et puis, donc c'est un premier problème, on a des visions du monde différentes. Et puis le deuxième problème, c'est que on est persuadé que c'est notre vision du monde qui est la bonne. Et c'est ça qui est vraiment problématique aujourd'hui dans les comportements, notamment à nouveau parce qu'on est victime de biais cognitifs. Alors, il y en a toute une kyrielle, je pense par exemple au biais d'excès de confiance, qui fait qu'on a tendance à avoir trop confiance en soi. Je fais un exercice quand je donne des conférences sur le sujet des biais cognitifs qui est assez rigolo et qui est très connu, hein, qui est issu des sciences sociales. C'est que vous posez une question à l'Assemblée qui est la question suivante. Qui parmi vous, pense mieux conduire que la moyenne? Et vous avez 80% de la salle qui lève la main. Donc 80% des gens pensent mieux conduire que la moyenne. Donc c'est assez rigolo. Donc ça, c'est un premier biais cognitif qui nous laisse à penser que notre vision des choses est la bonne plutôt que celle des autres. Et puis, je pourrais parler également du point aveugle. Le point aveugle, c'est un métabiais cognitif, on va dire, qui nous laisse à croire que les autres sont davantage victimes de biais cognitifs que nous. En gros, les autres se trompent plus que nous. Et on est tous persuadés de ça. Il y a plein d'exercices en psychosociaux qui peuvent le démontrer. Même si quand je vous le dis là, vous ne vous dites pas forcément que c'est le cas pour vous, bien entendu. Le problème des biais cognitifs, c'est comme l'illusion d'optique que je vous ai présentée ici, c'est qu'en fait, c'est inconscient. Voilà. Donc, c'est très compliqué de lutter contre les biais cognitifs. Ce n'est pas tout à fait le sujet du moment là sur l'erreur, mais quand même, j'y reviendrai probablement à plusieurs reprises. On va faire un autre petit sondage. J'ai besoin du concours de Delphine à nouveau, du coup, s'il te plaît, Delphine, pour savoir si l'erreur est involontaire. La phrase suivante, pardon, dites-moi si vous êtes plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord. L'erreur est involontaire, la faute est volontaire. L'erreur est involontaire, la faute est volontaire. Quand on aura suffisamment de réponses, on pourra clôturer le sondage. On est resté bloqué à 18 votes depuis quelques secondes. Bon, ça peut suffire. Donc, je vais clôturer. Ouais, oui, je ferme. Et je vous affiche. Bon, ben voilà. C'est super, même en très petit nombre, hein, parce qu'on doit être une trentaine, je crois, grand maximum, peut-être un peu moins, on s'aperçoit qu'on a tout de suite des différences. Effectivement, on a 20% qui sont plutôt pas d'accord et 80% qui sont plutôt d'accord. Un grand merci, Delphine, pour ces petits coups de main sur les sondages. Ça veut dire que c'est forcément, à nouveau, on a des visions du monde différentes et c'est pas si simple que ça, quoi. Je vous ai pas mis à l'écran des définitions parce que ça avancerait pas à grand chose de ce qu'est l'erreur ou de ce qu'est la faute, mais on retrouve souvent dans l'idée de l'erreur que c'est pas intentionnel une erreur. On retrouve souvent également qu'une erreur c'est quelque chose qui est non conforme à un cadre de référence ou à une réalité. Et puis la faute, on a tendance à dire que c'est plutôt intentionnel. Il y a l'idée de répétition dans la faute. Une erreur répétée, ça peut devenir une faute. Il y a l'idée d'intensité aussi. Une erreur importante, ça peut devenir une faute. En réalité, quand on creuse, là encore, tout ça n'est pas aussi simple que ça. Prenez l'exemple, voilà, j'ai pris une image de foot, mais j'aurais pu prendre un autre exemple en sport collectif. Vous avez un footballeur qui fait un tacle, il essaye de prendre le ballon et il prend la cheville de son adversaire. Il voulait bien faire, c'est-à-dire donc il fait une faute, bien entendu, l'arbitre siffle. Pour autant, il voulait bien faire. Donc c'est non intentionnel. A priori, quand c'est non intentionnel, c'est plutôt de l'ordre de l'erreur. Fermeture pour travaux urgents avec 2 jolies fautes d'orthographe. Je viens de dire faute d'orthographe. Quand on fait une faute d'orthographe, pourtant on ne fait pas exprès. On a envie d'avoir une bonne note, notamment si on est noté. Donc c'est non intentionnel, on serait plutôt dans le champ de l'erreur. Pourtant, on appelle ça une faute d'orthographe. Imaginons maintenant, je ne sais pas, un salarié dans une entreprise qui fait une erreur de calcul, mais une très grosse erreur de calcul. Ça coûte 1 million d'euros à son entreprise. À nouveau, c'est non intentionnel. Et pour autant, l'intensité de l'erreur fait qu'on va plutôt qualifier ça de faute professionnelle. Donc, vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça et je me garderai bien de donner une définition très claire de la faute et de l'erreur. Tout ça pour vous amener progressivement vers un sujet qu'on abordera tout à l'heure, qui est le sujet de la complexité. Et en tant que manager, notamment, et dans notre rapport manager ou manager, dans notre rapport à l'erreur, c'est de se dire aussi, attention, ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas tout noir, quoi. Les choses sont souvent nuancées. Je vais vous demander un petit peu d'introspection maintenant et je vais vous demander de vous souvenir d'une erreur professionnelle, soit que vous avez commise, soit que l'un de vos collaborateurs ou l'un de vos collègues a commise. Je vais vous laisser quelques secondes. Essayez de vous souvenir d'une erreur professionnelle que vous avez vous commise ou un collaborateur.
Une fois que vous aurez cette erreur-là, je vous invite à réfléchir, voire à noter, pourquoi pas, quels sont les sentiments et les émotions qui vous ont parcouru à ce moment-là. Éventuellement, vous pouvez écrire ces émotions, ces sentiments sous forme de mots-clés, simplement, bien sûr, dans le chat si vous le souhaitez. Je n'ai pas accès au chat, là j'ai un petit souci technique, je pense, même en cliquant, je n'y ai pas accès. Donc Delphine, éventuellement, si tu veux me livrer 2-3 mots-clés, ça peut Alors, il m'intéresser. y a culpabilité, Ouais, honte, colère, déception, panique, qui sont super, apparus. super. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir participé dans le cadre du chat. Eh bien, on y est effectivement, hein. Moi, je fais cet exercice-là, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Qu'est-ce que j'ai en général comme réponse? J'ai effectivement la colère, j'ai la tristesse, j'ai la honte qui apparaît, j'ai la culpabilité, vous l'avez cité. J'ai la jalousie également. Bah, lui, il a réussi, moi, j'ai pas réussi, j'ai fait marre. Et j'ai également la peur. Alors voilà, ça nous donne ce tableau-là. Je vous invite à prendre une seconde et à contempler l'image que vous avez sous les yeux. C'est pas mirobolant. Eh bien, ça illustre le rapport qu'on a à l'erreur en France. Voilà. Et ça veut bien dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Je veux juste faire un petit zoom sur la peur. Je l'ai mis au pluriel ici, les peurs, parce que je pense que c'est ce qui revient le plus souvent. Notamment les peurs du jugement. Ah, j'ai fait une erreur, on va me juger comme quelqu'un d'incompétent, par exemple. Mais c'est aussi la peur de l'avenir. Aïe, 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 qu'est-ce que je vais prendre à ma notation professionnelle, par exemple? Ah là là là, suite à l'erreur que j'ai commise. C'est aussi la peur des représailles. Ouh là là, je vais me faire sanctionner suite à cette erreur. C'est aussi la peur de perdre la confiance, par exemple, de son chef. Oh là là, mais il ne va plus jamais me confier de dossiers importants après l'erreur que je viens de commettre. Alors ces peurs, bien entendu, parfois elles sont justifiées quand on est notamment dans un environnement qui n'est pas très sain au rapport du droit à l'erreur, au regard pardon, du droit à l'erreur. Par contre, bien souvent, ces peurs, elles sont soit irrationnelles, soit largement excessives en réalité. Et du coup, on a trois types de comportements par rapport à ça. On va dissimuler l'erreur, on va minimiser l'erreur, ou bien on va se défendre. Et on va se défendre de plusieurs manières. Grand classique, le rejet sur autrui. C'est pas moi, c'est l'autre. On va aussi se défendre en usant d'argumentation. C'est la procédure qui est mal fichue, par exemple. On va se défendre par le biais du dédouanement. Oh ben moi, de toute façon, j'avais prévenu, hein, on ne m'a pas écouté, mais j'avais prévenu que ça se passerait comme ça. On va se défendre en ayant recours à l'argument de la malchance. Voilà, c'est vraiment exceptionnel, hein, j'ai pas eu de peau sur ce coup-là. Alors, je m'arrête quand même là-dessus, parce que ça, c'est parfois vrai, en l'occurrence. C'est aussi pour ça que les managers doivent, à mon sens, valoriser les efforts et pas seulement les résultats. Et là, je fais le lien avec un autre biais cognitif qui s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution. S'il y en a qui veulent aller chercher, c'est un biais cognitif qui a été mis en évidence par Lee Ross dans les années 70, psychosociologue de l'université de Stanford. Elle dit quoi, cette erreur fondamentale d'attribution? Elle dit que dans le comportement des gens, on a tendance à surestimer le poids des causes internes et à sous-estimer le poids des causes externes. Si je le fais plus simple, c'est qu'on accorde trop d'importance à la personnalité et pas assez à l'environnement. Je vais prendre un exemple. Vous avez Gérard qui doit se rendre à un entretien d'embauche. Gérard, il est très méticuleux, très rigoureux, il veut absolument être à l'heure, il part avec 1 heure et demie d'avance à son entretien. Et puis, il se trouve qu'il lui arrive tout un tas d'embûches sur le trajet qui étaient totalement imprévisibles. C'était pas possible de les prévoir. Et Gérard, il arrive avec un quart d'heure de retard à son entretien. Eh bien, le jury qui est en face de lui ne pourra pas s'empêcher de juger Gérard en se disant, enfin, quand même, quelqu'un qui arrive en retard à un entretien d'embauche, il ne doit pas être très rigoureux, il ne doit pas être très méticuleux, ça va être compliqué de le recruter. Ou en tout cas, il y a une petite musique comme ça qui va tourner. Et même si vous avez un jury bienveillant qui est en face de vous, je le disais tout à l'heure, les biais cognitifs, c'est quelque chose d'inconscient. Donc, il y a ce petit truc qui va trotter, l'erreur fondamentale d'attribution. C'est important de se dire, notamment quand on tire le fil, de se dire par exemple que les compétences ne sont pas intrinsèques. Il y a des gens qui sont incompétents à un moment donné dans un environnement donné, mais qui peuvent très bien être compétents plus tard dans un autre environnement. Donc, dans le sujet, par rapport au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est essentiel sur la question de l'erreur. On peut commettre des erreurs parce qu'on n'est pas bien à un moment donné, dans un environnement donné.
Les ergonomes, avec notamment des travaux d'un monsieur qui s'appelle Pierre Falzon, parlent aussi d'environnement capacitant. C'est l'environnement qui fait qu'on arrive à faire du bon travail ou pas. Voilà, je m'arrête ici sur cette parenthèse autour de l'erreur fondamentale d'attribution, mais ça me semble vraiment essentiel. Les conséquences de tout cet environnement, de ce rapport négatif qu'on a à l'erreur, et puis aussi de cet environnement qui n'est pas toujours sain par rapport au droit à l'erreur au sein des organisations, c'est par exemple la démotivation. Je pense à la double peine. La double peine au sens où quelqu'un qui fait une erreur, si votre premier réflexe, ça va être de le réprimander ou de le sanctionner, c'est une double peine. La personne qui a fait une erreur, elle n'a pas fait exprès de faire une erreur. Donc forcément, c'est très démotivant de reprendre en plus un paquet quand déjà on n'est pas bien d'avoir fait une erreur. Autre exemple de conséquence, je ne serai pas exhaustif, je vous en donne deux, trois, c'est la répétition des erreurs, bien sûr, parce que si on met l'erreur sous le tapis, elle n'est pas analysée et donc elle va se répéter. Troisième exemple, c'est la résistance au changement. Résistance au changement, et là, on est peut-être un peu moins habitué à réfléchir avec ce logiciel-là, mais imaginez, tiens, en parlant de logiciel, imaginez que vous ayez à envoyer quelqu'un en formation par rapport à l'arrivée d'un nouveau logiciel. Vous avez l'impression que les personnes refusent l'arrivée de ce logiciel. En réalité, il se peut que ces personnes-là aient peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas savoir utiliser ce logiciel. Et c'est ça qui provoque la résistance au changement de leur côté. Parce que, notamment, dans leur organisation, elles savent que si elles ne savent pas bien utiliser le logiciel, elles seront réprimandées, mal vues, etc. Donc, typiquement, quand on analyse, on voit que la résistance au changement peut être aussi liée à ces peurs qui sont liées au droit à l'erreur. Alors, c'est suffisamment important tout ce que je viens de dire pour qu'on essaye de faire quelque chose. Je crois qu'on est ensemble aussi aujourd'hui pour ça. Je veux quand même insister là-dessus, c'est qu'on ne s'en rend pas compte parce que ce n'est pas vraiment chiffré, mais les conséquences de ce manque de droit à l'erreur, je le dis comme ça, mais c'est très simplifié, les conséquences, elles sont énormes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'organisations qui sont des organisations à enjeux forts. Quand je dis à enjeux forts, c'est aussi bien des enjeux de performance que des enjeux de sécurité. Je pense à l'armée, je pense dans l'aéronautique, Air France par exemple, je pense aux hôpitaux. Donc beaucoup d'organisations qui se sont bougées sur ce sujet-là et qui ont réagi sur la question du droit à l'erreur et qui notamment ont mis en place des démarches de déclaration de l'erreur, de non-punition de l'erreur et puis d'accompagnement des erreurs. Donc c'est vraiment un sujet fondamental que probablement on sous-estime aujourd'hui. Donc 3 axes pour inverser cette dynamique dans laquelle on est aujourd'hui: prévenir, accepter et tirer profit. J'ai choisi de développer 2 axes sur le côté prévenir l'erreur. J'aurais pu en développer d'autres. Dans un premier temps, l'idée, c'est de créer un environnement sain. Je l'ai déjà un petit peu abordé. Par exemple, il existe, on le sait, des chartes qui revendiquent et qui mettent en avant le droit à l'erreur. Il y a des grandes entreprises françaises qui sont connues pour ça. Je pense à Blablacar, à Pernod Ricard, à Decathlon, par exemple. Encore faut-il, on est tous d'accord, que ce ne soit pas simplement une charte, mais que cette charte soit intégrée et qu'elle soit incarnée, bien entendu. Mais c'est une première solution, en tout cas un premier pas. Un autre pas qui me plaît beaucoup, c'est les espaces de discussion. Alors moi, je suis un manager qui aime dire que les managers doivent s'occuper de la manière avant la matière. C'est-à-dire que pour moi, le job d'un manager, c'est de s'occuper avant tout de la manière dont on travaille ensemble. Davantage plutôt que de s'occuper du travail en lui-même. Le travail en lui-même, il est maîtrisé par les personnes qui sont sous votre responsabilité et qui font ce travail-là. Techniquement, ils le maîtrisent. Votre job, ce n'est pas d'être meilleur technicien que les techniciens que vous managez. Donc, la question, c'est bien de travailler sur la manière avant la matière. Donc, c'est par exemple d'organiser des espaces de discussion ou des espaces d'expression des désaccords, puisqu'on est là sur le sujet de l'erreur. Il faut pouvoir avoir des espaces où les incertitudes sont explicitement évoquées et débattues. Marcel Conche, le philosophe, disait « il faut des pensées qui dérangent ». Alors, ça veut dire aussi ça, que le manager doit faire preuve de courage, puisqu'il doit mettre en place des espaces dans lesquels ses collaborateurs vont venir le contredire, par exemple. Donc, ça suppose effectivement faire preuve de courage managérial, qui, selon moi, est l'une des vertus principales d'ailleurs pour un manager. Alors, je parle beaucoup de manager, là, mais bien sûr, tout ça s'applique sur le rapport qu'on peut avoir à l'erreur dans la vie de tous les jours, dans le monde du travail, qu'on soit manager ou qu'on soit managé. J'insiste sur ce volet courage managérial, notamment parce que je trouve que très concrètement, et pour être tout à fait honnête, c'est ce qui fait beaucoup défaut. C'est ce qui fait beaucoup défaut, et en disant ça, je ne jette pas la pierre au manager, puisqu'en fait, on est courageux quand on se sent armé.
C'est-à-dire que, bah, évidemment, si vous allez à une bataille et que vous êtes tout nu, vous n'allez pas avoir beaucoup de courage. Si vous allez à une bataille et que vous savez que vous avez une épée solide et un bouclier, vous allez peut-être avoir davantage de courage. Si je dis ça, bien, c'est parce qu'il faut armer nos managers. Il faut les armer sur les connaissances en termes de communication bienveillante, de feedback, de sciences sociales, de biais cognitifs que j'évoquais à l'instant également. Voilà, c'est-à-dire que nos managers, à mon sens, sont insuffisamment formés pour pouvoir faire face convenablement à la question du droit à l'erreur, et notamment faire preuve de courage managérial. Et notamment parce que, si vous y réfléchissez bien, les erreurs, elles sont rarement techniques, ou en tout cas, ce n'est pas la grande majorité. Les gens savent bien faire leur boulot. Les erreurs, elles sont liées à des problèmes d'environnement. Je reviens sur ce sujet-là. Elles sont liées à des problèmes de qualité de relation au travail, à des problèmes de management. Voilà. C'est rarement des problèmes techniques. Donc, c'est bien là où le manager doit faire preuve de compétences. La qualité des relations au travail, notamment. Autre point pour créer un environnement sain, c'est de savoir féliciter. Alors, on verra si on a du temps dans les questions, si vous voulez qu'on aborde ce sujet-là, mais il y a des techniques pour féliciter. On ne félicite pas n'importe comment. Et puis, c'est aussi s'autoriser à le faire, avoir la force et le courage aussi de le faire, en faisant tomber tout un tas de croyances. Et puis, c'est aussi savoir encourager sans attendre. Alors là, il y a tout un tas de travaux, hein, à la fois des travaux sur les enfants. Je pense à Frédéric Skinner, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, mais aussi des travaux sur les adultes et puis dans le monde professionnel, des travaux qui prouvent que, effectivement, si on félicite régulièrement une équipe, cette équipe est de plus en plus performante et donc commet de moins en moins d'erreurs. Il y a des travaux en analyse transactionnelle d'Eric Berne, il y a des travaux de Martial Lozada, il y a des travaux en psychologie positive, par exemple, de Martin Seligman. Voilà, donc là, je vous les cite simplement pour que ça fasse écho, mais je pourrais vous mettre toutes ces références dans la carte mentale que j'évoquais en tout début de mon propos. Autre point, mais je l'ai déjà abordé tout à l'heure, c'est de récompenser les efforts pour créer un environnement sain. Quand je dis récompenser les efforts, ça veut dire pas seulement les résultats, puisqu'on a vu que ce n'était pas que les qualités intrinsèques des individus qui comptaient, mais que c'était beaucoup l'environnement. Vous pouvez avoir des individus qui bossent comme des fous et qui font un super boulot et qui pour autant aboutissent à des erreurs ou à des échecs. Donc ça veut dire qu'il faut aussi récompenser les efforts. Autre point, c'est célébrer les victoires. Alors célébrer les victoires, ça veut aussi dire, par exemple, analyser les éléments qui font qu'on est arrivé à une victoire ou à un succès et qu'on n'a pas commis d'erreur. En gros, c'est de se dire on va identifier nos forces et on va pouvoir s'appuyer sur nos forces sur les prochains projets pour commettre le moins d'erreurs possible. Ça, c'est fondamental, hein, c'est très étudié également dans les sciences sociales. Qu'est-ce qu'ont en commun les personnes qui ont réussi, qu'elles soient cyclistes ou bien entrepreneurs? Ces personnes ont en commun qu'elles se sont appuyées sur nos forces. Si vous êtes un très bon grimpeur au Tour de France et que vous voulez gagner le Tour de France, il va falloir performer dans la montagne. Et ce sera plus facile de mettre une énergie sur vos points forts pour accéder au succès et diminuer le nombre d'erreurs que de mettre votre énergie sur le fait d'essayer de pallier vos points faibles. Il vaut mieux mettre son énergie sur ses points forts que sur ses points faibles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer ses points faibles, bien entendu. Mais ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement, il faut célébrer nos victoires et puis, donc, il faut décortiquer ce qui nous a amené à cette victoire-là. Donc, bien sûr, là, je prends l'image d'une victoire, mais ça peut être un projet dans le monde du travail et on ramène ça à la question de l'erreur, bien entendu. Autre point pour créer un environnement sain, c'est effectivement d'essayer de faire émerger le positif. Ici, penser positif, ça permet notamment de lutter contre un autre biais cognitif qui s'appelle le biais de négativité. Pour des raisons ancestrales, notre cerveau a tendance à voir le négatif dans son environnement, notamment parce que ça lui permet la survie. Mais ça pose aussi un problème, ce biais cognitif, c'est que parfois on a tendance à voir trop de négatif et même à retenir essentiellement du négatif et à ne pas voir le positif. Donc, lutter contre ce biais-là et faire émerger le positif et voir tout ce qu'il y a de positif dans un projet, dans nos actions, dans une journée qu'on vient de passer, ça favorise la confiance, ça favorise l'initiative et donc, évidemment, ça diminue l'erreur, puisque quand on est en confiance, on fait moins d'erreurs. Et puis, ça rejoint également un autre biais cognitif qui s'appelle la prophétie auto-réalisatrice, qu'on a Pygmalion. Et dit très simplement, c'est facile à comprendre, c'est qu'un manager qui est positif va mettre ses équipes en confiance, qui vont donc être plus performantes et faire moins d'erreurs. Ça aussi, c'est très documenté et très expérimenté dans les sciences sociales. Ça veut dire qu'il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en les autres. C'est un vrai levier pour créer un environnement sain et diminuer les erreurs. Pour prévenir l'erreur, autre volet, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de jouer collectif. Alors oui, jouer collectif, mais c'est pour ça qu'il y a des moutons en faisant très attention.
parce qu'un collectif peut être très bête aussi. Euh, Notamment, je pense à ce biais qui s'appelle le biais de conformisme, qu'on peut aussi appeler la pensée de groupe, qui a été mis en évidence par un monsieur qui s'appelle Salomon H dans les années 50, en 51, je crois, qui fait que, tiens, je vais vous prendre un exemple, euh, il vous est probablement arrivé dans une réunion où il y avait de la prise de décision à prendre, à faire, pardon, de sortir de la réunion et de vous apercevoir après coup que la décision qui a été prise dans cette réunion, collectivement, ne correspond et ne satisfait personne individuellement. Ça vous est probablement déjà arrivé, je pense que ça va rappeler quelque chose à certaines ou à certains d'entre vous. Et puis, autre exemple, ça vous est certainement arrivé également de devoir prendre une décision et puis vous avez le chef qui donne sa décision. Par exemple, il va prendre la décision A et puis le sous-chef qui va dire A et puis l'expert qui va dire A et puis votre collègue qui va dire A, puis un autre collègue qui va dire A. Et à votre tour de vous prononcer, vous pensez B, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire A. L'effet de conformisme. Ce qui veut dire que jouer collectif pour créer un environnement sain et diminuer le nombre d'erreurs, c'est extrêmement important, mais il faut jouer collectif intelligemment avec des outils. Alors, il y a des outils, il en existe plein, des outils qui permettent de lutter contre le biais de conformisme. Vous avez sous les yeux des post-it. Les post-it qui sont un peu mal aimés aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en ont marre du post-it, et pourtant ça, c'est redoutable pour lutter contre le biais de conformisme, à condition d'avoir une approche qui s'appelle l'approche un, plusieurs, tous. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que je vais d'abord travailler tout seul. Je prends un post-it et je note mon idée ou ma décision sur un post-it, tout seul dans mon coin. C'est-à-dire que je ne suis pas victime du biais de conformisme. Ensuite, on va pouvoir travailler en petits groupes. C'est le plusieurs du un, plusieurs tous. Quand je dis petit groupe, alors il y a des travaux, notamment de Mukieli, sur la question, mais pas que. Petit groupe, le plus efficace, c'est probablement 5-7 personnes. Parce que vous n'avez pas d'effet du leader qui sort, vous n'avez pas de sous-groupe qui se crée, etc. Et puis ensuite, seulement si vous êtes un grand groupe, vous allez mettre tout ça dans le pot commun. Et cette démarche-là permet d'éviter le biais de conformisme que j'évoquais tout à l'heure. Autre exemple, vous avez sous les yeux là un jeu de cartes qui s'appelle Dixit. Moi, j'utilise beaucoup, donc ça permet de faire du photolangage. Ce qui est intéressant avec ça, c'est quand on vous demande de vous, que quand on vous demande de vous exprimer, vous allez vous sentir libre. Vous n'allez pas dire justement A parce que le chef a dit A et le collègue a dit A, mais vous allez brandir la carte, montrer la carte que vous avez choisie. Et souvent, la question qu'on pose, c'est en quoi cette carte représente votre avis ou votre décision, par exemple. Et ce qui est fort avec le photolangage, c'est que c'est la carte qui parle, c'est pas vous. Donc, vous vous sentez libre et ça permet de casser ce biais de conformisme. Alors, je vais très vite là, mais on pourra échanger dans les questions si vous voulez voir comment on peut utiliser cet outil Dixit. L'idée, là, c'est de vous donner un peu d'envie, un peu d'appétence pour ensuite aller creuser ces sujets-là. Pour information, cette intervention sur le droit à l'erreur me prend en général 3 heures. Donc là, je le fais de manière très raccourcie simplement pour titiller un peu chez vous l'envie d'aller plus loin. Vous avez sous les yeux une autre technique qui s'appelle les chapeaux de Bono, qui viennent de son inventeur Édouard de Bono, B-O-N-O. Avant d'entrer dans les détails, je vais vous présenter également cet outil qui est le Speedboat. Et ces deux Fabien, je me outils, permets de te couper oui. parce que ta vidéo est assez bloquée. Est-ce que tu peux couper la vidéo Ah, parce que ton son est parfois un peu saccadé? Comme ça prendra peut-être un peu ouais, moins bien de sûr. connexion. Bien sûr. Passager, Alors, ça fonctionnait à peu près bien jusque-là. Ok, merci. ça va mieux? Ouais. Ouais, merci. Je vais peut-être parler plus lentement également. Non, ça allait ton débit, c'est Ça plutôt va? la connexion qui est un peu Très bien. limite. Alors, nouvel outil, je vous le disais, le bateau pirate ou le speedboat. Ce qui est intéressant, c'est que là encore, on est plutôt sur du management visuel. Sur ce bateau, vous avez quelque part la représentation de ce qu'on appelle un SWOT, pour ceux qui connaissent. En français, ça donne force, faiblesse, opportunité, menace. C'est intéressant, par exemple, pour lutter contre le biais de négativité que j'évoquais. Parce qu'avec la technique, par exemple, du post-it, du un, plusieurs, tous, vous allez inviter les gens à venir poser leur post-it sur les ancres, sur les vents porteurs que vous voyez en haut ou sur les requins. Et ça force les gens à ne pas voir que des choses négatives, par exemple, si elles sont victimes du biais de négativité. Vous allez obliger les gens à réfléchir à ce qui est porteur pour le projet, par exemple. Et ils vont mettre leur post-it sur les vents là, qui s'engouffrent dans les voiles. Mais ça permet aussi de lutter contre l'erreur en réfléchissant aux menaces qu'on peut avoir sur le projet. Donc, c'est les ailerons de requin que vous avez sous les yeux là. Et ça marche très bien parce que c'est ludique. Donc, quand c'est bien animé, on a tout un panel de solutions qui s'offrent à nous et puis surtout, on a tout un panel de risques qui sont identifiés qui permettent ensuite de mettre un plan d'action pour lutter contre ce risque-là et éviter de commettre des erreurs dans un projet.
Donc, c'est extrêmement intéressant, ça marche vraiment très, très bien. Je vous donne un autre exemple, c'est le pré-mortem. Alors, c'est pas très joli, je suis désolé, mais l'idée du pré-mortem, on fonctionne toujours avec les post-it, hein, avec le 1 plusieurs tous si on peut, et c'est de faire un peu l'autopsie d'un échec qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, vous êtes au début d'un projet et vous vous dites que vous allez imaginer tout ce qui va faire que le projet va se casser la figure. Voilà. Et après, vous pouvez d'ailleurs hiérarchiser ça. Vous pouvez vous dire, tiens, il y a plus de probabilité que ce problème-là arrive plutôt que celui-là. Et donc, on va travailler en priorité un plan d'action qui va permettre d'éviter que ce problème n'arrive, par exemple. Voilà, ça s'appelle le pré-mortem. Alors, ce n'est pas évident le pré-mortem. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait du courage managériel pour créer des espaces de discussion où il y a de la contradiction qui s'exprime. Là, typiquement, le pré-mortem, ça va un peu à l'encontre de la vision qu'on peut avoir d'un leader, puisqu'il s'agit de se projeter dans du négatif et de savoir ce qui va pouvoir poser problème dans un futur projet. Donc, ce n'est pas toujours évident. Autre petit point que j'aborde rapidement sur prévenir l'erreur, ouais, c'est de faire un petit peu attention effectivement à la chronobiologie. Il y a des études sur le sujet, c'est pas du tout de la rigolade, hein, que ce soit dans le milieu universitaire, chez les étudiants, ou que ce soit dans le milieu hospitalier, par exemple. Eh bien, il y a beaucoup plus d'erreurs qui sont commises à 15 heures qu'à 9 heures du matin, par exemple. Ça veut dire que quand vous avez des décisions importantes à prendre, il vaut mieux les prendre à 9 heures ou à 17 heures, là, comme vous voyez, en fonction du rythme circadien, que de les prendre à 15 heures. Voilà, c'est aussi bête que ça. Voilà, j'ai abordé rapidement quelques solutions pour prévenir l'erreur. L'une des trois grands axes pour inverser cette dynamique négative que j'ai évoquée dans mon introduction, c'est donc d'accepter également l'erreur, d'accepter ou d'accueillir l'erreur. Ah oui, parce qu'on l'a vu ensemble avec les petits jeux qu'on a fait en tout début de mon propos. Les erreurs, elles sont inévitables. J'ai abordé la question des biais cognitifs notamment. Donc, ça fait partie du job. Voilà. Que vous soyez manager ou manager, vos collaborateurs vont faire des erreurs, vous allez faire des erreurs, c'est normal. Les ergonomes disent aussi que le prescrit est toujours différent du réel. Ce à quoi on s'attend, ce n'est pas ça qui se passe dans la réalité. Donc, il faut l'accepter. Donc, ce qui est normal, c'est qu'il y ait des erreurs. Ce qui n'est pas normal, c'est de s'énerver parce qu'il y a des erreurs en réalité. L'erreur, elle fait partie du job. Deuxième point, c'est de lutter contre ses croyances. Lutter contre ses croyances, tiens, je vais prendre l'exemple d'un autre biais cognitif qui est le biais de confirmation d'hypothèse, qui rejoint un peu la notion de préjugé, la notion de stéréotype. Vous avez Gérard, à nouveau Gérard, qui arrive d'un autre service, qui arrive dans votre service, il vient d'ailleurs, d'une autre direction, et il y a votre meilleur ami qui travaillait dans la direction d'où vient Gérard et qui vous dit, oh, tu sais, avec Gérard, tu vas galérer. Gérard, il est toujours à la machine à café. Franchement, il est un peu feignant sur les bords, ça va être compliqué pour toi. Et là, vous arrivez le lendemain matin, le jour où Gérard doit intégrer votre service, et boum, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Gérard à la machine à café. Et là, vous dites, oh, mais c'est pas possible, ça va être une galère de manager Gérard. Et sauf que si votre collègue vous avait dit, le même Gérard, ah, tu sais, Gérard, c'est une perle. Il est régulièrement à la machine à café. Ça lui permet de faire du réseau, d'être au courant de tout ce qui se passe, de tisser du lien entre les acteurs. C'est vraiment un super élément. Et là, évidemment, vous arrivez le lendemain matin, vous voyez Gérard à la machine à café, vous dites, ouais, super, il est déjà en train de faire du réseau, c'est chouette. Mon collègue, mon ami ne m'avait pas menti, c'est super. On est sur du préjugé, du stéréotype, et c'est ce qu'on appelle effectivement le biais de confirmation d'hypothèse, en fait. C'est un peu, si je dois le raccourcir, c'est je ne vois que ce que je crois. Ce n'est pas l'adage habituel, je ne crois que ce que je vois, c'est je ne vois que ce que je crois. C'est-à-dire que tout ce que je vais voir vient confirmer mes idées reçues, quoi. Donc ça, c'est un premier point, lutter contre ses croyances. Je pourrais donner un autre exemple, c'est de se dire que plutôt que de faire des procès d'intention, ce qu'on fait bien souvent quand une erreur arrive, ou quand on a l'impression que quelqu'un va à notre rencontre, par exemple, c'est d'accorder du crédit d'intention. Par exemple, on sait qu'il y a 3% de tricheurs dans les organisations. Donc, ça ne sert à rien de psychoter, ça ne sert à rien de mettre en place tout un tas de systèmes de contrôle dans les organisations, puisqu'en fait, ça nous coûte plus cher que les 3% de tricheurs. Et en plus, ce sont des tricheurs qui sont des experts pour contourner les systèmes que vous mettez en place contre la triche. Donc voilà, il faut aussi se dire que la plupart des gens veulent bien faire, donc accorder du crédit d'attention. Et puis, autre point, je pourrais en donner beaucoup sur lutter contre ses croyances, c'est de cultiver l'art du doute, voilà, de cultiver sa pensée critique, notamment par exemple d'aller chercher les faits et pas les jugements, pas les interprétations, pas les opinions, mais d'essayer de venir à chaque fois sur des faits. Autre point, c'est savoir faire son mea culpa, pardon.
J'aime bien prendre l'exemple de Volkswagen. Alors, ce serait très discutable, mais avec l'affaire Volkswagen en 2015, il y a le patron de Volkswagen avait dit We totally screwed up en anglais. En gros, on a complètement merdé, quoi. On a été mauvais sur toute la ligne. Donc là, on était dans un gros mea culpa. Je ne sais pas s'il était sincère, honnête, mais bon, vrai mea culpa, quoi. Et l'idée de faire un vrai mea culpa, c'est important. C'est-à-dire que le mea culpa, il doit être sans nuance, il ne doit pas être minimisé. Je prends l'exemple de DSK qui parlait dans l'affaire DSK et il disait qu'il avait fait preuve de légèreté. Bon, on peut prendre l'exemple de Lionel Jospin qui disait j'ai été naïf donc, suite à sa débâcle politique. Et là, du coup, on est dans la personnalisation. Donc, on est dans un mea culpa qui personnalise. Sauf que quelqu'un de naïf, on n'a pas envie de le suivre. Donc, il ne faut pas personnaliser son mea culpa. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir faire son mea culpa. Donc, savoir avoir le courage de le faire, mais il faut aussi savoir comment le faire. Accepter les erreurs également parce que les erreurs sont source de progrès. Ah oui, un enfant va tomber 2000 fois avant de savoir marcher. Ça me fait penser à une citation de Mandela qui disait soit je réussis, soit j'apprends. Voilà. Et il y a une autre petite citation que j'aime beaucoup, je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs, elle est un peu humoristique et elle est très bucolique, c'est chaque fois que je me plante, je pousse. Voilà, donc les erreurs sont source de progrès et notamment les erreurs sont source d'innovation, ce qu'on appelle aussi la sérendipité, hein, certains d'entre vous connaissent probablement. La sérendipité, c'est le fait de faire une découverte inattendue suite à une erreur. Alors, les chips ont été trouvés comme ça, on connaît tous l'exemple de la tarte tatin, le post-it. Le post-it, c'est quelqu'un qui a voulu inventer une colle qui ne collait pas. Je pourrais parler du four à micro-ondes, enfin, il y a tout un tas d'exemples de sérendipité. Quand même, là encore, ça suppose que la personne soit en alerte. C'est Louis Pasteur qui disait « Le hasard ne sert que les esprits préparés ». C'est-à-dire que, OK, la sérendipité, ça marche à condition qu'on soit ouvert et qu'on soit prêt à rebondir sur l'erreur pour la transformer en quelque chose d'intelligent et de positif. Troisième élément, et je terminerai là-dessus sur la question d'accepter l'erreur, c'est que les erreurs sont promises à un bel avenir. Effectivement. Je vous ai mis la photo d'Edgar Morin, qui est une personne que j'aime beaucoup, qui a abordé la notion de complexité. Eh bien, effectivement, on est dans un monde de plus en plus complexe, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus d'incertitudes, ce qui veut dire qu'on va commettre de plus en plus d'erreurs. Et ça, c'est une vraie question, notre rapport à la complexité. Parce que si on a peur de la complexité, qu'est-ce qu'on fait? On répond à la complexité par du compliqué, c'est-à-dire qu'on va déployer des normes, des procédures, des processus, etc. Or, il se trouve que les normes, les procédures, les processus, tout le monde en a marre, ça démotive et ça ne solutionne en rien la question de l'erreur et le rapport qu'on a à l'erreur. Également, si on a peur de la complexité, on risque d'être dans l'immobilisme. On ne va pas faire les choses parce qu'on n'a pas tous les éléments, donc on ne prend pas de décision parce qu'on a peur de faire des erreurs, parce que c'est complexe, parce que c'est incertain. Sauf que ce que je pense, c'est que le manager, le management, pardon, c'est comme le vélo, quoi. À un moment donné, si vous arrêtez de manager une équipe, c'est comme si vous arrêtiez de pédaler, vous cassez la figure. Donc, on ne peut pas être dans l'immobilisme. Il y a Étienne Klein, que j'aime beaucoup aussi, qui est à la fois philosophe et scientifique, et qui dit qu'il faut agir en méconnaissance de cause. Alors, ça fait appel aussi à des compétences pour lesquelles il faut former les managers et les managers. Ce sont des compétences d'intelligence émotionnelle, en fait. C'est aussi savoir se servir de son émotion quand on n'a pas tous les éléments rationnels sous la main pour décider. Et donc, effectivement, on s'apprête potentiellement à faire des erreurs, mais à les assumer. Je ne sais plus qui disait les émotions suppléent les insuffisances de la raison. C'est un peu ça. Quand on ne peut pas être suffisamment rationnel, à un moment donné, il faut quand même savoir y aller. Avec précaution, bien sûr. Deuxième élément sur l'idée d'accepter l'erreur, c'est parce que justement, elle est promise à un bel avenir, l'erreur, malheureusement, ou pas d'ailleurs, si on sait s'en servir. C'est le fait que, alors je ne sais pas comment le dire, mais on va dire le temps s'accélère. En tout cas, on est dans une culture de l'urgence permanente, notamment à cause non pas du numérique, mais des mésusages du numérique. Par exemple, quand vous recevez un mail, la moyenne pour réagir à un mail, c'est de 6 secondes. Voilà, vous avez la notification qui fait bip là, sur votre ordinateur, une fenêtre qui apparaît, et 6 secondes après, vous avez déjà consulté votre mail. Alors que le mail, par définition, c'est un outil asynchrone. Pour lutter contre ça, par exemple, on peut aussi utiliser un outil qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, c'est un outil qui vous permet de faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Parce que bien souvent, on confond l'urgence et le stress, notamment. Quelque chose qui nous stresse, on va croire que c'est urgent, on va le traiter tout de suite. Et on va être dans le multitâche, on va abandonner ce qu'on était en train de faire. Donc, on va commettre des erreurs.
ce que je disais au tout début de mon propos. Et puis un autre élément, par exemple, pour corriger ça, c'est de se dire que, après tout, ce qui peut être décidé demain, ce qui n'est pas urgent, je vais peut-être le décider demain. Parce que dormir avant de prendre une décision, ça fait beaucoup de bien. C'est comme quand vous êtes un peu sous l'effet de la colère, vous vous apprêtez à envoyer un mail un peu sec, et puis donc vous écrivez votre mail, vous ne l'envoyez pas, vous revenez le lendemain et vous dites « oh là 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 ». Et dire que je m'apprêtais à envoyer ça, quand vous le relisez, vous dites « non, non, mais ça n'avait aucun sens d'envoyer un mail pareil ». C'est la même chose sur des décisions un peu complexes. Si ce n'est pas urgent, eh bien, on peut dormir avant de décider. On n'est pas toujours obligé d'être dans la culture de l'urgence. Et puis, troisième point, sur le fait que les erreurs sont promises à un bel avenir, c'est ce qu'on appelle l'infobésité. Et notamment, là encore, je fais un lien avec les mésusages du numérique. On recevrait 60 notifications par jour. On serait exposé à plus de 1500 pubs par jour, c'est-à-dire des éléments d'information qu'on n'a pas souhaité avoir et qui arrivent sur notre cerveau. On est bombardé d'informations. Notre cerveau est bombardé d'informations. En plus, la plupart du temps, ce sont des informations qui nous font savoir et qui ne nous font pas comprendre, qui ne nous font pas prendre de recul. Donc, on est dans une situation de surcharge cognitive permanente et qui ne cesse d'augmenter. Si vous voulez avoir un peu de référence sur le sujet, c'est John Sweller qui a inventé la surcharge cognitive. C'est un Australien. Cette surcharge cognitive, elle diminue notre vigilance, elle diminue notre concentration et donc elle augmente nos erreurs, bien entendu. Ça veut dire qu'il faut réapprendre à utiliser le numérique, notamment. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je suis obligé d'avancer. Voilà, donc les erreurs, il faut les prévenir, il faut les accepter, mais il faut aussi en tirer profit. En tirer profit, un premier exemple, c'est de faire des rétrospectives. Vous avez un exemple sous les yeux, c'est un petit schéma qui a été réalisé par un cabinet qui s'appelle WorkLab. C'est des Nantais qui font un super boulot d'ailleurs sur la thématique managériale et l'innovation managériale. C'est un exemple de rétrospective. On continue, on tente, on arrête. C'est un exemple qui est notamment utilisé dans les démarches agiles, pour ceux qui connaissent l'agilité. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que plutôt que de mener nos projets comme on les menait traditionnellement, c'est-à-dire on mène notre projet et puis à la fin, on en fait une évaluation, dans les démarches agiles, et ce que propose aussi la rétrospective, c'est de se dire on va s'arrêter à des étapes régulières qui sont prévues initialement, on va faire un stop dans le projet et on va analyser. Et donc, on va analyser, par exemple, à nouveau avec la méthode du post-it et du 1 plusieurs tous, on va analyser ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Donc, on va se dire qu'il y a des choses qu'on va arrêter, parce que sinon, on va commettre des erreurs. Il y a des choses qu'on va continuer, et là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est des choses qui sont nos forces, qui fonctionnent bien, donc on va s'appuyer dessus. Et puis, il y a des choses peut-être qu'on va tenter. Voilà. Donc, faire des rétrospectives, avoir des étapes où on s'arrête et on réfléchit dans le projet, c'est un super outil pour tirer profit des erreurs. Autre exemple, c'est célébrer les défaites. Alors, je pense que moi, je ne l'ai jamais fait, pour être honnête avec vous, en tant que manager, mais c'est quelque chose qui est très à la mode et qui mérite probablement qu'on s'y intéresse. Ça nous vient plutôt des États-Unis. Aux États-Unis, ils font ce qu'on appelle des fail cons, par exemple, des conférences de l'erreur. J'ai vu qu'il y avait des fuck-up nights également. Fuck-up nights, c'est pas très joli, mais en fait, c'est des endroits et souvent des soirées où les entrepreneurs viennent expliquer comment ils ont transformé des erreurs en éléments positifs ou voir même comment ils ont rebondi d'un point de vue entrepreneurial suite à des erreurs qu'ils ont pu commettre. Il y a un podcast également qui est intéressant que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps sur France Culture qui s'appelle Super Fail. Je vous invite à aller voir également. Ça permet de décortiquer les erreurs et de voir aussi comment on peut rebondir sur les erreurs. Et puis, ce qui peut être intéressant, et là par contre c'est quelque chose que j'ai pratiqué, pas forcément dans une fête des erreurs ou dans une célébration de défaites ou d'erreurs, mais c'est d'avoir une approche qu'on connaît bien en sécurité qui s'appelle l'approche de l'arbre des causes ou en management l'approche des 5 pourquoi. Je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui fait une erreur, c'est très peu souvent lié à sa personnalité, c'est plutôt lié à l'environnement. Et donc, si vous voulez solutionner et faire en sorte que cette erreur ne soit plus reproduite, il faut comprendre ce qui s'est passé en détail. La méthode des 5 pourquoi, elle est très, très, très performante pour ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous demandez à une personne pourquoi elle a mal mis la barrière de sécurité, elle va vous faire une première réponse, parce que j'étais fatigué. Mais pourquoi tu étais fatigué? Parce que je n'ai pas bien dormi. Pourquoi tu n'as pas bien dormi? Parce que j'étais stressé. Mais pourquoi tu étais stressé? Parce que j'ai peur de mon entretien d'évaluation, etc., etc. Et là, vous allez à la cause racine. Donc, ça veut dire que pour corriger l'erreur, il ne faut pas du tout s'attaquer à la question de la barrière de sécurité qui a été mal mise. Il faut s'attaquer à la question du bien-être psychologique et de l'environnement de travail dans lequel est mon salarié.
Autre exemple pour tirer profit des erreurs, c'est de faire des feedbacks constructifs. Alors ça, c'est essentiel. Et là encore, les managers sont très, très peu formés à ça. Alors, il y a plein de techniques qui existent, hein. Moi, j'en utilise une qui marche du feu de Dieu, je trouve, c'est la technique du DESC, D-E-S-C, qui est issue de l'analyse transactionnelle. Mais on peut aussi aller lorgner du côté de la communication non violente, la CNV, avec la démarche OSBD, qui a été établie par Marshall Rosenberg. Mais il y a aussi tout un tas de manières qui consistent à formuler des critiques négatives, parce que quand il y a eu une erreur, il faut bien aller devant le collaborateur pour essayer de décrypter ce qui s'est passé. Je l'évoquais à l'instant. Eh bien, il y a tout un tas de techniques pour formuler une critique négative et en tirer du positif. Je pense aussi à l'écoute active. On n'a pas formé nos managers en France à l'écoute active. L'écoute active, c'est quoi? C'est manipuler à la fois le questionnement, le silence et la reformulation. Voilà, je pourrais être assez long sur ce sujet du feedback, mais c'est fondamental. Il faut vraiment se poser ces questions-là quand on est manager et qu'on veut travailler sur la question de l'erreur, sur comment je peux faire du feedback positif à mes collaborateurs. J'en arrive à des éléments de conclusion. Je vois que oui, ça fait à peu près 50 minutes qu'on a commencé, donc je vais être très rapide sur mes éléments de conclusion. J'ai souvent envie de parler effectivement de droit à l'essai plutôt que de droit à l'erreur, parce que vous m'avez entendu dire notamment que je n'aimais pas la question de l'immobilisme. C'est que je trouve que par peur de l'échec ou par peur de l'erreur, on est parfois dans l'immobilisme. Or, cet immobilisme-là, finalement, il coûte très cher en performance, en sécurité, en bien-être. Il coûte très cher à nos organisations. Donc, c'est un vrai sujet, je pense, qu'il ne faut pas négliger. C'est Montaigne qui disait « Nous sommes nés pour agir ». Et puis, tiens, après tout, il y a un élément qui me revient aussi en tête, c'est la différence qu'on peut faire chez les anglo-saxons et chez nous. Les anglo-saxons vont dire take your chance. Et nous, on va dire prendre un risque. Voilà. Donc, je vous laisse juger lequel des deux est plus motivant. Il y a Jacques Brel que j'aime beaucoup qui disait le monde sommeille par manque d'imprudence. Jacques Brel disait aussi la qualité d'un homme se calcule à sa démesure. Tenter, échouer, ce sera votre réussite. Ça veut dire que si on veut promouvoir le droit à l'erreur et qu'on aille même dans le droit à l'essai et qu'on favorise l'essai, il faut accorder de l'autonomie, il faut accorder de la confiance, d'accord? Il faut changer de système. Il faut passer d'un système de contrôle à un système de confiance. C'est vraiment fondamental. Et puis, autre grand message que je voulais passer, c'est que par rapport à l'erreur, la force d'une équipe, c'est d'épauler celui qui fait des erreurs. Celui qui a fait une erreur à un moment donné a besoin d'être épaulé. C'est peut-être vous qui plus tard ferez cette erreur-là ou une autre erreur. J'ai pris cet exemple-là d'un contre-la-montre par équipe parce que dans un contre-la-montre par équipe, si, je le disais tout à l'heure, les compétences, elles ne sont pas intrinsèques, elles sont situationnelles. Donc, vous pouvez avoir un très bon coureur qui est dans un jour 100, comme on dit, et qui va être un peu à la traîne. Sauf que pour pouvoir être validé, pour que le chrono soit validé, il faut que toute l'équipe arrive en même temps. Donc, ça veut dire que toute l'équipe va devoir épauler celui qui est en difficulté, celui qui va commettre des erreurs dans son parcours, etc. Donc, la force de l'équipe, c'est aussi de savoir épauler celui qui fait des erreurs. Voilà, je vais en terminer là-dessus pour qu'on ait de la place sur quelques questions. Vous verrez, on vous enverra le diaporama. Donc, je vous ai mis quelques références de documents qui sont, à mon sens, intéressants. C'est très varié. Ça peut être des choses un peu profondes sur les sciences humaines, ça peut être des choses de la bande dessinée. Et puis des sites internet également que je trouve intéressants. Et je pense vous avoir à peu près tout dit. Peut-être terminer par une dernière petite citation qui est une citation d'un auteur indien que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Rabindranath Tagore, et qui dit « Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité reste dehors ». Voilà. Donc, vous pouvez également me poser des questions sur LinkedIn et vous me retrouverez sur le réseau LinkedIn pour ceux qui souhaitent le faire. Et je vous remercie vivement. Je vais remettre ma vidéo en marche. Merci Fabien, mais en tout cas, ça a bien fonctionné le son jusqu'à la fin. Bon, super. Ouais, super. Merci en tout cas. Alors moi, de mon côté, j'ai une question de Cécile. Donc, si vous avez des questions à poser à Fabien, n'hésitez pas à les poser via le chat et puis je les poserai ensuite à l'oral à Fabien. Donc, une question, comment allier le droit à l'erreur et la nécessité de sécurité, par exemple? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Alors, la question, c'est comment allier le droit à l'erreur et la nécessité de sécurité? Oui, c'est une bonne question. C'est la même chose que la complexité. Il n'y a pas de réponse toute faite. Ça peut évidemment pas être tout noir et tout blanc. Alors, ce n'est pas du tout une réponse de Normand que je vous fais. Ça fait appel aussi à l'intelligence émotionnelle que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte, il faut savoir mettre le curseur au bon endroit. Ce qui est intéressant, c'est d'en discuter collectivement
par contre. On l'a vu, on est tous victimes à titre individuel de biais cognitifs. Ce qui veut dire que si vous réfléchissez tout seul dans votre coin, ces biais-là vont forcément vous faire commettre des erreurs de jugement. Donc ces questions-là de où je mets le curseur, il faut justement les décider collectivement pour qu'ensuite la décision soit prise en toute connaissance de cause. Alors attention, il y a souvent des débats autour de la décision quand on parle de collectif, de co-construction, etc. Je ne fais pas partie de ces managers qui pensent qu'on peut décider collectivement. D'autres le pensent, hein, et je ne nie pas que ça peut être possible. Je pense que la réflexion se fait collectivement et qu'ensuite la décision, elle est prise par le manager. Parce que je trouve que c'est sécurisant pour les équipes de savoir que le manager prend ses responsabilités. Simplement, la décision du manager, il la prend en toute connaissance de cause en ayant recueilli l'avis de l'ensemble de ses collaborateurs. Merci en tout cas. Tu as beaucoup de retours très positifs dans le chat, donc je pense que les personnes ont vraiment apprécié ta présentation et notamment tes belles citations. Tant mieux. Alors j'ai une question. Donc c'est Anne-Sophie. L'ergonomie répond également à cela. La sécurité peut être réglée ou gérée collectivement, en voyant à l'autonomie et la confiance citée par Fabien. Mais ce n'était pas une question, c'était un complément. Oui, mais c'est une bonne remarque. Effectivement, ces questions de sécurité réglée, sécurité gérée, c'est très intéressant d'aller lorgner sur les travaux des ergonomes quand on s'intéresse à la question de l'erreur. Effectivement, et merci pour ce témoignage-là. Alors j'ai une autre question, une personne qui voudrait en savoir plus sur les techniques pour féliciter. Tu en as parlé tout à l'heure un peu plus tôt. Oui, pour féliciter, d'abord je vais décrire les faits qui font l'objet de ma félicitation, par exemple. C'est-à-dire que, alors on retrouve ça en analyse transactionnelle. C'est ce qu'on appelle les signes d'existence. En analyse transactionnelle, il y a des signes d'existence positifs, négatifs, conditionnels, inconditionnels. Un signe d'existence négatif, inconditionnel, par exemple, donc négatif et inconditionnel, ça veut dire qu'il ne se raccroche à rien de concret, ça va être t'es nul, t'es mauvais. Un signe positif inconditionnel, ça va être tu es très bon. Mais sauf qu'un signe positif inconditionnel, tu es très bon, ça a beaucoup moins d'effet qu'un signe positif conditionnel. Conditionnel, c'est-à-dire que je le rattache à quelque chose. Donc je reviens au fait. La manière dont tu as géré ce projet-là ou ce dossier-là m'a beaucoup plu, par exemple. Et j'utilise le je. Ça m'a beaucoup plu. Moi, Fabien Lambert, je suis ravi de la manière dont tu as géré ce dossier-là. Donc ça, c'est un premier exemple. C'est aussi de féliciter avec ses propres mots, parce qu'il faut être ce qu'on appelle congruent, il faut être crédible. Donc, si dans ma manière habituelle d'être, c'est ouais, super, tu as fait un super job, il faut le dire comme ça. Ouais, super, tu as fait un super job. Il ne faut pas trop institutionnaliser la félicitation. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? C'est bien de terminer sur un pic de valorisation également. Voilà, encore merci et bravo, bonne soirée. C'est-à-dire que comme ça, on termine bien sur l'objet de la félicitation. La félicitation également, elle se fait pas entre deux portes devant tout le monde. Parce que si vous félicitez quelqu'un devant une équipe, tous les autres vont se dire ah, moi, je ne suis pas félicité. Donc, c'est aussi avoir le courage de se dire ah ouais, je vais convoquer mon collaborateur pour le féliciter les yeux dans les yeux, en étant factuel, par exemple. Donc, c'est du tête-à-tête. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Je vais vous prendre juste un autre exemple. Féliciter, c'est aussi faire attention à ne pas faire un rapport au temps. Je m'explique. Si vous félicitez en disant ah ouais, c'est mieux que la dernière fois, il fait un flop. Si vous félicitez en disant ouais, j'espère que tu feras aussi bien la prochaine, bravo, c'est super, j'espère que tu feras aussi bien la prochaine fois, et bien, là encore, vous mettez une forme de pression. Non, la félicitation, elle est dans le moment présent. Bravo, c'est chouette ce que tu as fait, je suis très content de ce que tu as fait. Voilà quelques petites techniques et quelques petits pièges à éviter quand on veut se féliciter. J'espère que ça répond à la question. Merci. Alors, je n'ai pas eu d'autres questions depuis la dernière. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question? Ou est-ce qu'on clôture maintenant? En tout cas, il y a Jacques qui dit très belle leçon d'ouverture d'esprit qui me ravit, moi qui suis un adepte de la sérendipité. Super conférence. Super, merci. Bon, j'ai pas trop d'autres questions. Ça marche. Bon, je Alors, suis joignable attends, éventuellement. ouais. Ah si, j'ai une question. Comment inverser la tendance dans une équipe très installée dans la faute? Intéressant. Oui, oui, mais c'est intéressant. C'est un vrai travail de fond. Là, pour le coup, il faut travailler sur l'aspect environnement très concrètement. Donc, alors là, il faudrait vraiment du temps, mais on va travailler notamment sur la confiance, sur l'autonomie, bien sûr la preuve par exemple également. Là, c'est un vrai travail de fond pour le coup.
vous faire une réponse raccourcie à coup de serpe en 2 mots, ce serait pas honnête. C'est tout le travail du manager et de manager dans la confiance et la bienveillance. Euh, Attention aussi, hein, parce que c'est une mode, hein, la question de la bienveillance. Moi, je vais puiser dans mes façons de manager ou dans mes façons d'enseigner le management, en tout cas en tant que formateur, je vais puiser dans les éléments de développement personnel, de communication bienveillante, etc. Mais je me méfie aussi fortement de l'effet de mode. Ce qui m'intéresse, c'est de me raccrocher très concrètement au terrain. Donc très concrètement au terrain, par exemple, pour établir un environnement sain, c'est pratiquer le desk que j'évoquais tout à l'heure. Il est devenu très opérationnel. Le desk issu de l'analyse transactionnelle, c'est quoi? C'est par exemple, quand vous avez une remontrance à faire à quelqu'un, c'est le D du desk, c'est je décris les faits. Le E, c'est j'exprime mes sentiments. Le S, je fais en sorte que la personne qui est en face de moi ait des solutions. Si elle n'en a pas, j'ai préparé mon coup et moi, j'en propose des solutions. Et le C du desk, c'est je conclus un contrat clair. Je m'assure que la personne qui est en face de moi est d'accord sur ce qu'on vient de se dire et s'engage à faire ce qu'on vient de se dire. Par exemple, donc ça passe, créer un environnement sain, ça passe par tout un tas de techniques très concrètes de management qui, bien sûr, s'apprennent. Et encore une fois, manager, c'est un métier. Et c'est un métier qui est de plus en plus difficile pour quelques raisons que j'ai évoquées. J'en ai évoqué que quelques-unes, il y en a d'autres. J'ai posté un article sur LinkedIn sur ce sujet-là, d'ailleurs, il y a quelques temps. Et donc, il faut se former. Voilà, il faut s'outiller à la fois intellectuellement et par des outils très concrets. Voilà. Donc, il y a tout un tas d'outils possibles pour créer un environnement sain. J'en ai cité quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est par ça que ça passe, très clairement. Merci Fabien. Avec plaisir. Donc, je n'ai pas eu d'autres questions, donc je vous propose qu'on clôture le webinaire. Merci en tout cas à tous pour votre participation, vos interventions dans le chat. Puis merci beaucoup à toi Fabien, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Au À plaisir. Au bientôt. revoir. Au Au revoir, revoir. à bientôt.